Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. La société SGS continuera d'assurer les opérations de scanning au port autonome de Douala. La décision a été prise par le Premier ministre le 29 janvier dernier à la suite d'une rencontre réunissant les principaux acteurs de cette bataille qui dure depuis quelques mois. Joseph Diongouté a ainsi annulé la décision du directeur général du port de Douala qui avait déjà choisi de confier cette activité à un autre opérateur transatlantique. Cyrus Ngor semblait conforté dans cette position par une correspondance du chef d'état-major particulier du président de la République signée le 26 janvier et adressée au ministre des Transports. Correspondance dans laquelle le général de division Emmanuel Aboubou affirmait que le chef de l'État avait marqué son accord pour le remplacement de SGS par Transatlantique. Cette dispute autour de la désignation d'un opérateur de scanning au port autonome de Douala révèle une fois de plus les contradictions profondes de la gouvernance publique au Cameroun. L'affaire semble pourtant bien simple. Voici les faits. En 2015, l'État du Cameroun signe avec SGS un contrat de 10 ans pour l'installation de 4 scanners au port de Douala. Le contrat devait donc logiquement prendre fin en 2025. Mais problème, c'est seulement en 2022 que le dernier scanner est opérationnel, soit 7 ans plus tard. Or, le contrat stipule que sa durée ne commence à courir qu'à partir de la date de mise en opération du dernier scanner. SGS estime donc que le compteur n'a commencé à tourner qu'en 2022 et ira jusqu'en 2032. Au-delà du bras de fer institutionnel, cette affaire pose des questions essentielles. Responsabilité de l'État, bureaucratie paralysante, interférence politique dans la gestion des entreprises publiques. Pour en discuter, mon invité est Serge Alain Godon. Il est économiste, diplômé de Sciences Po Paris et de l'École des hautes études en sciences sociales et de l'Université Paris-Nanterre. Il est aussi journaliste et entrepreneur dans les médias. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Serge Alain Godon, bonjour et merci d'accepter mon invitation. Je suis très heureux d'être sur votre antenne ce matin. Bonjour Jean-Bruno. Le Premier ministre a décidé de sortir de sa réserve habituelle pour se prononcer sur l'affaire SGS Port Autonome de Douala. Il a en quelque sorte sifflé la fin de la récréation dans ce vaudeville. Alors,
comment réagissez-vous à cette intervention du Premier ministre sur cette affaire Saint-Germain-Godon? Alors, on peut raisonner sur ce problème par de très nombreux angles, très nombreux angles. L'un des angles qui me semble le plus archéologique, c'est d'abord de considérer l'état de quasi-effondrement de l'État du Cameroun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au plan de la science politique, au plan des normes constitutives de ce qu'on appelle un État, l'État du Cameroun apparaît aujourd'hui dans la catégorie de ce qu'on appelle les États faillis, quasiment faillis. En ce sens que il n'est plus capable de penser des normes, il n'est plus capable d'assurer la cohérence du système ou des systèmes institutionnels qu'elle met en place pour organiser, structurer et réguler la société, et au sens où elle n'a même plus la capacité, non plutôt il n'a plus l'État, la capacité d'identifier ce qui est nécessaire à sa propre survie, à sa propre reproduction, et que à l'intérieur de cet État se multiplie toute une série d'actes totalement contradictoires les uns des autres, et à la fin de la journée, on se demande toujours, mais comment, d'ailleurs, de manière miraculeuse, il arrive encore à être debout, parce que effectivement, en bien de points, la survie de l'État du Cameroun relève du miracle, relève vraiment du miracle. Venons-en à la question que vous posez, celle de Sorodville, pour reprendre le mot que vous utilisez, sur la gestion du contrat de scanning au niveau du port de Douala. Alors, nous avons un enchevêtrement de décisions ou de situations totalement absurdes. Le premier niveau de l'absurde, c'est de constater que nous avons aujourd'hui, tout au moins selon la décision du Premier ministre, un étalement de la durée contractuelle qui normalement devait s'arrêter pour le cas de la société SGS en 2025, oui, à partir du moment où le contrat a été formellement signé en 2015. Donc normalement, la date d'échéance de ce contrat-là, c'est 2025. Et effectivement, de ce point de vue, au plan purement formel, la justification de l'étalement de ce contrat pour 2032 au prétexte que le 4e module du scanning, du dispositif de scanner n'avait pas été installé suffisamment à temps, est quand même une contorsion, voilà, c'était un peu difficile à accepter, difficile à croire. Oui. Ça, c'est vraiment la toute première chose. Oui. La deuxième chose, c'est que là encore, je parlais de cette contradiction et de cet effritement complet de l'État à l'intérieur de sa propre nature, de sa propre structure. C'est que, vous voyez, un État qui génère en fait une relation contractuelle avec une entreprise, voilà, ça peut être une multinationale, mais peu importe, mais avec une entreprise, avec une entité tierce, et un État qui n'est pas capable de mettre en œuvre complètement un contrat. Et nous le voyons sur de très nombreux autres aspects de la vie du pays. Vous avez un État qui signe, je prends un exemple, hein, qui met de fraîches dates, c'est-à-dire que voilà, l'État du Cameroun, le président de la République a fait un voyage en Chine en décembre 2024, a contracté un prêt auprès de Exim Bank pour le parachèvement de ce qu'on appelle l'autoroute Yaoundé-Douala. Oui. Donc Exim Bank s'est engagé à apporter le financement manquant pour le parachèvement de cette autoroute-là. Et aujourd'hui, les travaux n'ont toujours pas commencé, simplement parce que l'État du Cameroun n'est pas en mesure de respecter la part du contrat, la part des engagements qu'il a librement contracté auprès de Exim Bank pour la mise en œuvre de ce projet autoroutier. Donc c'est un exemple vraiment c'est une sorte de pyramide de Ponzi comme ça qui s'ajoute sur d'autres. Donc je reviens sur le cas de SGF pour dire que voilà un État, par la force de sa signature gouvernementale, qui dit à une entreprise privée, nous allons vous garantir les conditions suivantes pour la mise en œuvre de votre contrat, et qui n'est pas capable de le faire pendant une durée de 10 ans. Oui. Pendant une durée de 10 ans, et les gens viennent découvrir 10 ans après que l'État du Cameroun, peu importe que ce soit l'entité du port autonome de Douala, mais l'entité du port autonome de Douala agit au nom de l'État. Donc l'État du Cameroun n'est pas capable pendant 10 ans de s'assurer de ce que le respect de sa parole, le respect de sa signature, le respect de sa
clause d'engagement dans la mise en œuvre d'un contrat spécifique est assurée. C'est tout à fait extraordinaire. Et aujourd'hui, j'ai pris le cas de l'autoroute Yaoundé-Douala, mais c'est le cas de toutes sortes d'autres contrats qui sont faits à l'intérieur, à l'extérieur de l'État vis-à-vis de parties tierces. Et c'est pour ça que de manière générale, vous avez une absolue dégradation de la notation réputationnelle du Cameroun, de la notation crédit du Cameroun, à la fois sur les questions financières. Là, par exemple, vous avez dû noter que sur le crédit, l'eurobond que le Cameroun vient d'emprunter sur les marchés financiers internationaux, nous sommes passés à 10,75% de taux d'intérêt. Mais si vous avez un taux d'intérêt de 10,75%, ça veut dire que vous êtes sur la catégorie usurière, c'est-à-dire c'est quasiment de l'usure, quasiment. Mais c'est le reflet de ce que effectivement l'État aujourd'hui a atteint un niveau d'effritement, de ballottement et d'effondrement absolu. Donc le troisième niveau de contradiction, c'est maintenant de voir le port autonome de Douala qui met en œuvre un contrat qui a été effectivement formellement signé, en tout cas négocié, acté et signé par le gouvernement, par une entité, par un représentant du gouvernement, donc par le gouvernement formellement. Bon, on peut évidemment poser une autre question un peu en amont pour dire est-ce que c'était vraiment au gouvernement de venir signer un contrat de sécurité qui n'est guère qu'un contrat d'opération. Oui, effectivement, Serge Alain Gaudin, si vous le voulez bien, nous allons revenir sur toutes ces questions-là et également sur une lecture plutôt économique, macroéconomique que vous allez faire. Mais pour que nos auditeurs comprennent très bien de quoi il est question, revenons un peu à ce que vous avez évoqué dès le départ comme étant une absurdité. C'est que le contrat entre le port autonome de Douala et la société SGS est signé en 2015 pour une durée de 10 ans. Donc, normalement, devait arriver à échéance en 2025, sauf que on découvre par quelques bribes de ce contrat qui circule depuis quelque temps que le contrat n'a commencé à courir en réalité qu'en 2022 parce qu'il y avait soi-disant un 4e scanner qui devait être installé et le gouvernement n'a pas joué son rôle et donc SGS s'appuie là-dessus pour se fonder à rester encore au port autonome de Douala. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela et c'est je veux dire que là effectivement pour retourner cette situation pas partout, bon c'est le type de situation de verre à moitié plein ou à moitié vide qui donne raison à tout le monde parce que fondamentalement SGS prévaut, il peut se prévaloir de ça pour dire écoutez vous n'avez pas respecté votre contrat et dès lors que l'ensemble des modalités de mise autour de l'ensemble des livrables ou des sous-livrables qui participent en fait du contrat liant la SGS à l'État n'a pas été mis en œuvre. SGS a tout à fait raison de s'appuyer dessus pour dire, écoutez, le contrat n'a pas été. Mais l'État aussi peut, à bonne raison, et bon, là c'est un jeu d'avocat, c'est un jeu de nuances juridiques dont je ne suis pas un grand spécialiste, mais l'État peut effectivement tout à fait dire que, écoutez, nous avons sur les 4 modules de scanner que vous étiez censé mettre en œuvre, nous vous avons donné la possibilité d'en réaliser 3 et effectivement SGS a effectuer une activité économique substantielle de monopole sur le port de Douala, sur l'activité du scanning sur le port de Douala pendant 10 ans. Donc, se prévaloir ou alors exciper l'argument selon lequel le 4e élément du scanner n'a pas été mis en œuvre et donc c'est une raison pour que dès lors que le 4e module a été installé en 2022, que la clause de 10 ans soit reconduite. Bon, on est quand même un peu dans l'absurde. Oui, c'est carrément une reconduction du contrat de SGS pour 10 autres années. Complètement. Et de ce point de vue, là aussi, il me semble, je dis encore, je suis malheureusement pas un spécialiste des questions juridiques, mais il me semble que le bon sens établit à penser que cette reconduction-là, ou alors cette demande de reconduction de la part de SGS peut être assez aisément attaquée. Parce que franchement, si vous indiquez que vous avez signé un contrat en 2015 qui arrive formellement en 2025, vous pouvez demander une compensation pour le 4e module du scanner qui n'a pas été installé. Encore
Absolument. Il faut prouver que ce 4e module du scanner qui n'a pas été installé vous a empêché de réaliser votre activité, ce qui est difficilement probable à partir du moment où SGS est en situation de monopole d'activité sur la question du scanning au port de Douala. Oui. Et SGS a régulièrement mené des activités économiques sur le port de Douala pendant les 10 dernières années. Donc, ce 4e... Et vraiment en situation de monopole, j'insiste beaucoup sur la situation. Oui, on va revenir effectivement sur la question de monopole qui vous dérange un peu, que vous considérez là encore comme une absurdité d'un point de vue économique. Vous avez commencé à évoquer, Serge Alain Godon, tout à l'heure. L'autre argument, c'est le fait que le directeur général du port autonome de Douala ait décidé de résilier en quelque sorte le contrat de SGS. Et là, vous dites qu'il y a également un problème de parallélisme des formes au moins. Il y a clairement un problème de respect des procédures, les normes, c'est le parallélisme de forme, c'est-à-dire que l'entité, l'autorité ou la personne qui engage un contrat est la personne qui doit pouvoir en répondre. Et dès lors que, je vous dis, on peut maintenant se poser toutes sortes de questions sur est-ce que l'État, dès le départ, avait raison est-ce que c'est l'État qui devait se retrouver signataire de ce contrat? Ça, c'est une autre question. Mais à partir du moment où c'est effectivement le gouvernement qui a signé ce contrat d'engagement sur la relation contractuelle avec SGS, il n'y a pas de raison que le directeur général du port de Douala, en tant que autorité de gestion et de coordination d'animation de la plateforme portuaire, que ce soit elle qui se prévale de cette position-là pour annuler le contrat qui n'a pas été signé par elle. Ça aussi, c'est une question de bon sens. Donc, le directeur général du port de Douala a clairement passé en force, où il a voulu faire un passage en force, et là aussi, ce n'est pas tout à fait défendable. Et de ce point de vue, la position que défend le Premier ministre est justifiée, ne serait-ce qu'au plan formel. Bon, mais maintenant, vous savez, la question, et c'est là où, en fait, finalement, c'est l'État du Cameroun se retrouve, en fait, dans une situation d'hydre, c'est-à-dire qu'il développe, en fait, des substances anthropophages qui le ravalent de lui-même et qui entraînent sa destruction par la puanteur intérieure. Je veux dire que, qu'est-ce qui peut justifier au plan formel, au plan du bon sens, encore qu'une entité de structuration, d'animation, de développement de la plateforme portuaire comme le port de Douala, qui reçoit une délégation majeure de services publics, de légataires du pouvoir de l'État en termes de développement de l'infrastructure portuaire. Qu'est-ce qui peut justifier qu'une petite activité comme le scanning, parce que nous remettons les choses dans leur position. Le scanning n'est qu'une petite activité à l'intérieur de la plateforme portuaire. Vous avez le dragage qui est une activité extrêmement importante. Vous avez la régie du terminal à conteneurs qui est une activité majeure. Vous avez la régie du terminal vraquier qui est une autre activité majeure. Vous avez la régie du parc à bois qui est une activité majeure. Vous avez la régie du matériel d'exploitation de la partie matériel roulante, c'est-à-dire que les véhicules et les engins roulants et tout ça, qui est une autre activité. Pourquoi des activités modulaires qui sont aussi détachables et qui sont pas, je veux dire, qu'est-ce qui peut, est-ce qu'on se met même un peu en perspective de compréhension de ce que ça veut dire? Je veux dire que le port gère une infinité d'activités, mais pourquoi c'est le gouvernement qui vient signer un contrat sur une affaire de scanning? Le scanning n'est qu'une petite activité à l'intérieur du dispositif portuaire. C'est quand même assez incompréhensible. Et ça montre que précisément cette voracité oligarchique, plutocratique de l'État qui consiste à se mêler de tout, à mettre le pied de manière absolument vorace dans toutes les activités, à préempter par une mendication qui ne s'arrête pas, par un système de corruption qui ne s'arrête pas, à préempter toutes les activités, amène l'État à commettre des actes tellement pas compatible avec la vie économique. Je veux dire que c'est quand même, remettons les choses en perspective, mais comment on peut se retrouver avec un État, le gouvernement, le Premier ministre qui vient s'engager sur une affaire de scanning, mais franchement, le scanning, enfin, je ne sais pas si on se remet un peu en... Vous, Jean-Bruno Taillé, vous avez une maison à Yaoundé, vous avez votre villa, vous avez le scanning, c'est un peu la personne qui check simplement, donc vous avez votre vigile à l'extérieur de la porte, vous dites au vigile, ok, vous allez contrôler les entrées, et donc, pour que le vigile fasse son travail, il faut qu'à chaque moment, combien vous interveniez, machin. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Alors, comment analysez-vous, Serge Alain Godon, la justification avancée pour
transférer l'activité de scanning du port de Douala à Transatlantique, notamment l'argument de sa réputation acquise au port de Kribi. Et c'est cet argument-là qu'avance le top management du port autonome de Douala qui a souhaité transférer l'activité qui était menée par SGS jusque-là à Transatlantique, au motif que cette entreprise a une compétence et a déjà fait un très bon travail du côté du port de Kribi. Alors c'est très drôle parce que bon, moi comme vous savez, j'étais salarié du port de Kribi depuis décembre 2016 et je suis de l'équipe managériale qui a vu venir l'ensemble des activités et des organisations partenaires qui ont aidé à développer le port de Kribi. En l'occurrence, Transatlantique. Transatlantique, lorsqu'il est arrivé sur le port de Kribi, c'était une entreprise totalement inconnus, mais alors vraiment totalement inconnus. Ils se sont installés sur les berges du port de Kribi si mes souvenirs sont bons, en novembre 2017. Il n'y avait pas d'activité, personne ne les connaissait, personne ne savait d'ailleurs à peu près à quoi ça ressemblait le scanner. Voilà, c'était une petite cérémonie de rien du tout que le directeur général du port autonome de Kribi a présidé seul. Et je vous dis qu'au niveau de Kribi, il n'y a pas eu d'intervention du Premier ministre, il n'y a pas eu de signature du ministre des Transports, il n'y a pas eu de signature du ministre des Finances, il n'y a pas. Parce que c'est très important de savoir ce qui s'est passé à Kribi pour voir aussi les dysfonctionnements qui se passent à Douala. Je vous dis bien, l'activité du scanning à Kribi a été signée par le directeur général du port de Kribi. Peut-être que les enjeux... Peut-être parce que les enjeux, notamment financiers, en ce qui concerne le port de Kribi et celui de Douala, ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que je parle donc de ce régime extraordinaire de contradiction. Si vous avez deux entités portuaires qui sont gérées normalement par le même système juridique, par la même loi portuaire, et pas régulées par la même autorité qu'on appelle l'autorité portuaire nationale. Il n'y a pas de raison que sur l'activité du scanning à Douala, ce soit le Premier ministre qui soit mobilisé et qui autorise la signature d'un contrat qui, en l'occurrence, va être fait par le ministre des Finances, et qu'au niveau de Douala, que ce soit plutôt le directeur général qui soit autorisé, mandaté à signer le contrat. Je veux dire, mais est-ce que ça se comprend? Je veux dire, on est dans quel type de système juridique? Qu'est-ce qui peut comprendre, qui peut amener à un tel niveau de contradiction à l'intérieur du même pays? Qu'est-ce qui peut amener ça? Bon, ça c'est vraiment le premier problème. Donc, la deuxième chose, mais parce que ça fait partie de ces éléments subtils, mais qu'il faut effectivement poser sur la table. Le second élément, c'est que historiquement, le port de Kribi est venu un mimétisme du port de Douala parce que le port de Douala, c'est un port qui date des années 40, depuis 47 à peu près, voilà. Donc, il était technologie institutionnelle, qui a un savoir-faire, qui a des pratiques, qui a des techniques, etc., qui sont éprouvées. Donc, lorsqu'on a lancé le port de Kribi, le jeu avait plutôt été que c'est le port de Kribi qui absorbait, qui en apprenait du port de Douala, ce qui était logique. Ce qui était logique. Alors, comment on peut expliquer aujourd'hui que le scanning du port de Kribi, qui n'a été lancé qu'en 2017 par une entreprise qui était elle-même Greenfield, c'est-à-dire que c'était un nouvel opérateur que personne ne connaissait, etc., qui est arrivé, qui a un peu appris le métier à Kribi, donc grosso modo sur les 8 dernières années, qui a appris le métier de scanning au port de Douala. Comment on peut expliquer que ce soit cette entreprise qui est arrivée comme nouvel acteur en 2017, qui soit devenu aujourd'hui l'acteur normatif, l'acteur considéré comme l'acteur de référence, et dont la réussite. C'est-à-dire que je veux et je ne dis pas que Transatlantique n'a pas réussi, je ne dis pas du tout ça. Ce que je dis, c'est que dans l'établissement des structures portuaires du Cameroun, en l'occurrence le port de Douala et le port de Kribi, c'est le port de Douala qui a été établi comme le port de normes, qui a été établi comme le port vers lequel, en termes de miroir, le port de Kribi devait se référer. Mais aujourd'hui, on renverse complètement le raisonnement et on dit, ah non, il y a une petite entité qui est arrivée à Kribi il y a quelques années, qui s'appelle Transatlantique, et qui, elle, est devenue génératrice des bonnes pratiques
au point de justifier une éviction de SGS de Douala. Enfin bon, c'est quand même un peu gros. Enfin, je ne sais pas si c'est gros, mais c'est au moins bizarre. Au moins. Alors, d'un point de vue maintenant macroéconomique, Serge Alain Godon, est-ce que vous estimez que attribuer le scanning du port autonome de Douala à la même société qui fait déjà ce travail au niveau de Douala, d'un point de vue macroéconomique, est un problème pour la concurrence? C'est un énorme problème. Ou alors créer une situation de monopole qui pourrait être un désastre en quoi? C'est un énorme problème parce que alors raisonnons de manière macroéconomique. Le port de Douala contrôle un flux de marchandises, enfin un flux d'intérêts économiques d'à peu près 3600 milliards par an. À peu près 3600 milliards. 3600 milliards, ça représente quoi? Ça représente à peu près 2000 milliards d'intérêts en export et à peu près plutôt l'inverse, c'est plutôt 2000 milliards d'intérêts en import et à peu près 1600 milliards d'intérêts en export. Oui. C'est à peu près ça le commerce extérieur du Cameroun. C'est-à-dire que nous avons des importations d'à peu près 2000 milliards et nous avons des importations d'à peu près 1600 milliards. Donc tout ça passe par le port de Douala. Tout ça, je veux dire le gros de cela parce que le port de Douala, c'est à peu près 14 millions de tonnes de marchandises traitées par an. Ça, c'est le port de Douala. Alors, le port de Kribi est arrivé. Le port de Kribi aujourd'hui pèse pour à peu près 5-6 millions de tonnes de marchandises sur le vrac, sur le conteneur, à peu près 6 millions de tonnes de marchandises. Donc, le port de Kribi également est beaucoup monté en volée. Le port de Kribi aujourd'hui en est à peu près 700 milliards de recettes douanières, alors que le port de Douala est autour de 800 milliards, parce que l'ensemble des recettes douanières du Cameroun, pour cette année, c'est pour le chiffre qui a été donné par le ministre des Finances il y a une semaine lors de la journée mondiale des douanes, c'est 1150 milliards de recettes. Donc, Kribi, c'est à peu près, 650. Bon, voilà, donc c'est à peu près ça la répartition. Bon, venons-en. Oui. Donc, on dit, mais de façon globale, même si c'est deux ports qui sont différents, reste que l'activité douanière sur les ports, ou plutôt l'activité sur les ports est considérée parce que c'est traité par le même État. Donc c'est la même activité, même si c'est géré par deux entités différentes. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, c'est la même activité. Donc vous prenez donc un seul opérateur. Prenez un seul opérateur et vous lui confiez le monopole de traitement de l'ensemble du flux de marchandises. Et si on additionne les 3600 milliards de Douala à peu près 1200 milliards au niveau de Kribi en import et en export, vous avez à peu près un flux de 5000 milliards que vous confiez à une seule entité, que vous voulez appeler transatlantique, qui va avoir deux branches, une branche sur Kribi, une branche sur Douala. Est-ce que ça ne fait pas sens économiquement? Pourquoi? Ça ne fait pas sens économiquement parce que vous fragilisez votre propre position en donnant une préemption exagérée, une position de trop grande force à un acteur qui peut donc à partir de là abaisser les pratiques normatives, abaisser la qualité de service, abaisser les capacités de négociation des clients vis-à-vis d'elle, abaisser le niveau de recettes de l'État, abaisser le niveau de satisfaction des clients, augmenter les contraintes sur les clients, et vous n'avez pas moyen d'intervenir pour faire pression sur un acteur de ce type-là, parce que vous lui donnez un pouvoir qui est totalement exorbitant. Donc c'est de ce point de vue, c'est une infamie. Ce n'est pas justifiable qu'on prenne 5 000 milliards de flux de marchandises, qu'on les domicile dans la main d'un seul opérateur et qu'à partir de là, l'État ne soit même pas en mesure, à un moment, de réactualiser, d'optimiser, de demander une réactualisation en fait des procédures pour faire en sorte que précisément les normes de passage des marchandises en import et en export soient améliorées et que éventuellement la qualité du service au niveau du scanning, mais la qualité du service au niveau globalement du traitement des marchandises au niveau des ports de Camerounais soit améliorée. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Je n'arrive même pas à comprendre que ça passe pas à l'esprit des gens que on veut établir une situation de monopole pour une entreprise, lui donner une branche sur Douala, lui donner une branche sur Kribi, en justifiant de ce que oui, elle a réussi sur Kribi. Et terminons par cet élément-là. On dit, oui, elle a une bonne réputation à Kribi, elle a réussi. Quelles sont les normes de réussite qu'on établit pour acquise à Kribi? Qui a audité la qualité du service? Parce que pour dire que Transatlantique opère mieux que SGS, il faut que ça se fasse à partir d'une grille
qu'on peut évaluer, qui est rationnel, qu'on peut poser sur la table avec des indicateurs qui sont précis. Je redis encore, quels sont les indicateurs par lesquels on peut déterminer que les normes de services de transatlantique sont meilleures ou supérieures à celles de SGS? Ce n'est absolument pas prouvé. Absolument pas. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, Serge Alain Godon, qu'il y a comme une tendance structurelle de l'économie camerounaise à favoriser des positions de rente et des espèces d'oligopoles au détriment de la productivité et de la compétitivité? Oui, disons que pour comprendre l'économie camerounaise, disons que l'économie camerounaise et l'économie c'est ce qu'on appelle des économies néo-patrimoniales en fait. Ce sont des économies en fait qui tirent leur structure en fait du système politique. Parce que le système politique dans des pays comme le Cameroun, ce sont des systèmes qui ne sont pas compétitifs au plan de la démocratie déjà. Donc c'est pour ça que vous savez, il y a beaucoup d'auteurs en économie qui font la corrélation entre le système démocratique d'un pays et le dynamisme de sa vie économique. Tout à fait. Donc, il n'y a que quelques rares pays comme la Chine qui ont établi une hiérarchie, c'est-à-dire un fonctionnement totalement décorrélé entre le système politique qui est hyper centralisé. Encore que, bon, je ne veux même pas ouvrir la discussion sur la Chine parce que le cas de la Chine est assez particulier. Assez particulier, oui. Assez particulier parce que contrairement à ce qu'on pense, la Chine n'est pas du tout un pays centralisé. Mais nous avons une forme de centralisation totalement stupide, où il y a une caporalisation, une confiscation totale du pouvoir et un empêchement de toute possibilité d'émergence d'alternatives, ne serait-ce qu'au plan de l'énonciation des idées, des discours. Donc ça a donc un transfert sur la vie économique. Sur la vie économique au Cameroun, dans les pays du type de Cameroun, et c'est l'une des raisons en fait de sa très faible vitalité économique, c'est que la structure économique est construite ne s'établit que sur des monopoles. Au pire sur des oligopoles. Et comme je l'ai dit dans mon texte, lorsque vous voyez une entreprise qui est à peu près en situation de payer des salaires décents ou d'avoir une visibilité à peu près établie sur le champ public, elle est toujours en situation de monopole. Vous pouvez difficilement comprendre que dans un pays comme le Cameroun, qui fait 32-33 millions d'habitants, qui est sur 475 000 km² et qui a le réseau routier que nous connaissons, que vous n'avez qu'une seule compagnie aérienne par exemple qui opère sur le territoire, c'est incompréhensible. C'est tout à fait, c'est pas possible de comprendre que vous n'ayez qu'une seule société cotonnière qui est la Sodé Coton, que vous n'ayez que sur le poisson, que vous ayez Congelcam qui à lui seul préempte pour presque 90% le marché du poisson, que vous n'ayez que Sosucam, que vous n'ayez que... Donc vous avez comme ça toute une série d'entreprises dont la seule survie ne tient que parce qu'on leur a concédé des positions de monopole. Sur la téléphonie, en fait la téléphonie au Cameroun c'est un duopole, mais c'est une sorte de monopole de duopole. Donc on a donné à deux entreprises, donc ils font une sorte d'entente, de position dominante. Et toute la structure économique est construite comme ça parce que en réalité c'est parce que c'est la structure politique qui justifie que la structure économique soit de cette nature-là. Et donc, nous ne pouvons pas, comme nous n'avons pas de compétition au plan politique, on n'a pas réellement une capacité à avoir de la compétition au plan politique. Donc, toute la vie économique consiste simplement à rechercher des rentes. Vous ne pouvez réussir dans un système de ce type-là que si on vous a concédé une rente, ou si vous vous êtes créé une rente. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous entendez régulièrement dans le débat public, on dit, mais vraiment, tel homme d'affaires ne serait pas devenu ce qu'il est devenu si l'État n'avait pas mis un peu d'argent, ou s'il n'avait pas fait, y compris d'ailleurs des gens qui sont réputés avoir fait des fortunes colossales dans le secteur privé, des gens un peu comme la légende de Fausse Victor et quelques autres. C'est toujours des gens sur qui il va peser le soupçon de ce que non, il n'a atteint cette position-là que parce que, effectivement, il a une concession de position rentière, donc de position monopolistique sur une activité, une activité concédée par l'État. Voilà. Donc la question des rentes, la question des monopoles est
totalement constitutive, elle est consubstantielle en fait à notre vie économique. Et j'en dis encore secteur par secteur. Vous prenez pendant de très très longues années Kami Toyota par exemple. Le marché automobile camerounais pèse au peu 3600 unités, 4 000 unités par an. Mais pendant de très très longues années, ce n'est qu'avec l'entrée en scène des opérateurs chinois depuis à peu près 2 ans qu'il y a un peu de dynamisme, mais pendant à peu près 20 ans, sur les 20-30 dernières années, le marché automobile camerounais, c'était Toyota, avec Kami Toyota et un tout petit peu Tractafrique qui faisait, donc ils étaient aussi en situation d'oligopole. Mais tout est comme ça partout. Tout est comme ça partout, oui. Dans tous les secteurs. Alors, dans un contexte, Serge-Alain Godon, où les monopoles dominent déjà plusieurs secteurs clés, ou alors des quasi-monopoles, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les télécoms, l'énergie, les boissons, le sucre, ainsi de suite. Alors, quelles leçons cette affaire de l'affaire SGS Port Autonome de Douala devrait-elle inspirer pour une réforme plus large de la gouvernance économique au Cameroun? On peut quand même en tirer des leçons, non? Oui, on peut en tirer des leçons, mais Jean-Bruno, ce sont des leçons assez tragiques et je crains qu'on n'y trouve pas des lignes d'optimisme en termes de réorganisation de notre tissu productif de ce pays. Je crains qu'au contraire, ce soit un tableau qui établit la dureté et la durabilité des règles anti-économiques sur lesquelles nous fonctionnons et sur lesquelles nous allons continuer de fonctionner jusqu'à ce que le naufrage le plus absolu soit établi et que la cessation de paiement ou la cessation de fonctionnement de l'État du Cameroun soit établie comme un principe acquis. Donc, n'attendez pas que il soit tiré quelque forme de leçon en termes de réorganisation ou en termes d'une meilleure redistribution des forces économiques, d'une meilleure régulation économique de notre... Parce que Jean-Bruno, l'une des caractéristiques aussi d'un système de ce type-là, c'est la capacité très insuffisante qu'il a à se nourrir en fait de sa propre historiographie, oui. Donc des éléments du passé, des erreurs qu'il a faites par le passé, parce que vous avez une capacité intellectuelle intérieure qui est particulièrement anomique, qui est particulièrement insuffisante et qui est construite et cultivée de cette manière-là parce que bien entendu les acteurs ne veulent pas remettre en question les règles du jeu sur lesquelles ils sont établis, qui sont des règles de captation, de kleptomanie, d'appropriation de la richesse collective, parce que mettre en perspective le lien à l'histoire, les conditions dans lesquelles nous avons généré la crise des années 80, les conditions dans lesquelles nous sommes entrés en plan d'ajustement structurel, les conditions sur lesquelles la liquidation des entreprises publiques a été faite, les conditions sur lesquelles nous avons raté ce qu'on appelait les plans d'ajustement structurel, on est entré en initiative des pays pauvres très endettés. C'est-à-dire que rappeler tous ces éléments de mémoire, c'est évidemment proposer qu'il y ait une refondation du type de gouvernance qui préside aux affaires économiques et politiques, et c'est donc supposer une redéfinition de la carte du jeu et donc du modèle des gagnants. Or, le modèle des gagnants actuel, il est établi sur le fonctionnaire, typiquement sur le fonctionnaire qui sort de l'École nationale d'administration et des magistratures. Il est établi sur la reproduction oligarchique en fait des gagnants du système qui replacent un peu leurs enfants, etc. Et pourquoi ils replacent leurs enfants à l'ENAM? Pourquoi ils replacent leurs enfants à l'EMIA? C'est parce qu'ils établissent de manière inductive que leurs enfants et leurs légataires bénéficieront exactement des mêmes mécanismes dont ils n'ont absolument aucune raison d'accepter ou de demander un aggiornamento à l'ensemble de ces pratiques-là. Oui. Donc, c'est pratiquement de l'héritage. Oui, lorsque nous avons une crise, d'ailleurs, moi, je n'irai même pas jusqu'à appeler ça crise. Pour moi, c'est une péripétie à l'intérieur du système. C'est simplement une péripétie. Donc, lorsque nous avons une péripétie comme l'affaire Port Autonome de Douala, SGS Transatlantique, etc. Mais non, le système va gérer ça comme un élément un peu anecdotique, qui certes est un peu dérangeant, qui certes génère un peu de bruit, mais qui ne va pas l'amener à réorganiser, à repenser, par exemple, les normes de contractualisation, les normes de gestion, en fait, des concessions de services publics, les normes de déploiement de l'action publique sur le champ social, les normes de biens collectifs, les normes d'intérêt général, parce que ça nous conduit à des
notions philosophiques, en termes de structuration de la vie publique, qui sont tellement lourdes, qui sont tellement sophistiquées sur le plan intellectuel que personne ne veut prendre la charge de faire ce travail-là maintenant. Et parce que faire ce travail-là maintenant ouvre à des implications que personne ne peut assumer, dont personne ne veut porter les conséquences, parce que les conséquences sont beaucoup trop dévastatrices pour l'ensemble du système et personne ne veut questionner ce système-là, parce que la clé de voûte de ce système-là, qui est dans ce néopatrimonialisme, qui est cette confiscation en fait des rentes, qui est cette confiscation de l'espace public par une oligarchie, débouche finalement sur la figure ou sur la position du président de la République, parce que ça l'oblige, lui, à relâcher une partie de ses pouvoirs ou à renouveler, à moderniser, à questionner la manière dont il intervient sur le champ public. Or, ce n'est pas du tout un ensemble de une reconceptualisation que le président et que le système actuel peut s'autoriser. Donc, malheureusement pour vous, je ne suis pas optimiste sur le fait que ça va produire quelques formes de conséquences en termes d'amélioration de la gouvernance économique. À mon avis, c'est une péripétie, mais c'est une péripétie qui pourrait même plutôt radicaliser les acteurs en faisant en sorte que précisément, ça donne du mimétisme. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez, je sais pas, un président de conseil régional, il va se retrouver dans un coin, il va avoir un contrat, il va le révoquer du jour au lendemain. Ça crée au contraire, parce que l'une des caractéristiques de ce type d'environnement, c'est qu'il y a un mimétisme vers plutôt les mauvaises pratiques. Parce que les bonnes pratiques ne sont pas récompensées dans le champ social. Parce que les bons acteurs, les bons managers, les bons concepts ne sont pas récompensés. Ce sont les mauvaises pratiques qui sont récompensées. Et or, comme elles sont récompensées par des gains financiers immédiats, dont les acteurs ont plutôt une incitation extrêmement élevée à partir vers ce qu'on appelle de mauvaises pratiques, tout simplement. Oui. Alors, une simple péripétie au sein de la coterie, dites-vous, Serge Alain Godon, mais tout de même, Serge Alain Godon, est-ce que cette affaire ne révèle pas finalement le mal-être qui est celui des managers à la tête d'un certain nombre d'entreprises publiques? Parce que quand vous regardez le nombre d'interventions qu'on a vu rien que pour ce dossier SGS Port Autonome de Douala Transatlantique, on a la présidence de la République qui croit devoir dire son mot, le chef d'état-major particulier du président de la République qui dit sa part, le ministre des Finances, le Premier ministre, le ministre des Transports qui se trouve être la tutelle. Est-ce que cela ne révèle pas le mal-être que représente la fonction de directeur général d'une entreprise publique au Cameroun aujourd'hui? Oui, alors je prends votre propos en le nuançant de beaucoup, parce que lorsque vous êtes présomptueux en parlant de mal-être, vous établissez un creux de raisonnement l'idée selon laquelle ce sont des managers qui viennent à la tête de ces entreprises, de ces organisations avec un agenda de progrès, avec un agenda d'innovation, avec un agenda de transformation, avec un agenda d'amélioration de l'objet qui est mis entre leurs mains. Donc, c'est en cela que je trouve votre propos extrêmement présomptueux. Il est présomptueux sur un optimisme qui, de mon point de vue, est un peu élevé, si ce n'est d'ailleurs exagéré. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé dans quelques entreprises publiques, ma dernière étant le port autonome de Douala, et aujourd'hui, je suis dans une autre que je préfère taire. Et je regrette de vous dire que, mais c'est quelque chose que tout le monde sait. Les managers publics, d'abord, ne sont pas nommés sur une sélection de compétences, sur un profil qui leur permet d'être en cohésion, en cohérence, en articulation avec l'objet qui est mis entre leurs mains en termes de management. Donc, vraiment, c'est pas du tout quelque chose qui préoccupe qui que ce soit. Je veux dire, en réalité, ils sont là plus pour administrer que manager. C'est ça? Oui, mais pas seulement. En fait, ils sont là pour résoudre des problèmes de clients. Ils ne sont même pas là pour administrer. Ils sont là pour résoudre des problèmes de clientèle. Ils sont là pour faire. Je ne veux pas vous amener dans trop de littérature, de sciences politiques. Ils sont là pour des besoins de représentation de la coterie politique. J'entends votre thème. C'est-à-dire que
le système, la vie institutionnelle, politique et sociale est organisée autour de ce que l'espace public et les positions publiques sont imaginées, sont conçues comme des positions de représentation de communauté, de représentation d'aires géographiques, de représentation d'amitié, de filiation, de proximité. Voilà, donc c'est perçu de cette manière-là. Donc à ce moment-là, les managers qui sont désignés à ces fonctions ne viennent pas avec l'idée qu'ils ont un agenda de transformation de quelque nature. Ils viennent avec un agenda de représentation, je dis bien de représentation, et à partir de là, ils essayent d'effectuer cette représentation-là jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'en préemptant et en caporalisant l'ensemble des rentes qui sont mises à leur disposition et en les redistribuant à l'intérieur, voilà, de tout un système d'interdépendance, de tout un système de manducation, de tout un système qui leur permet aussi de tenir là, ça remonte un peu par le haut, ça redescend un peu par le bas, voilà, donc il y a une ritualisation en fait de cette captation des ressources publiques et de cette redistribution. La redistribution passe par énormément de mécanismes. Vous avez toutes sortes de fêtes qui sont organisées dans les ministères. C'est de la redistribution de la nourriture, c'est les frais de mission, c'est les voyages, c'est les missions à l'étranger, c'est les fêtes du parti je veux dire que les anniversaires du parti politique, les anniversaires du président de la République. Voilà, donc vous avez la vie publique est totalement imaginée et structurée autour d'une vraie danse du ventre permanente au sens absolu du terme. Et les managers ou plutôt les personnes, j'ai du mal à les appeler des managers parce que manager veut même dire qu'ils ont un tout petit peu d'exigence, de respect de quelques formes de normes que ce soit, mais ce n'est pas du tout ça qui les préoccupe. Vous avez énormément de managers qui ne prennent même pas la peine de venir au bureau, par exemple. Je prends simplement ce cas-là, qui ne prennent même pas le temps. Vous avez aujourd'hui, par exemple, l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures qui ne met pas son pied, c'est de l'autorité publique, qui n'a pas mis son pied au bureau depuis des mois, voire des années. Son épouse gère les choses. Voilà, exactement. Donc, la délégation de gestion de l'entreprise, de cette entreprise qui est la première contributive au budget de l'État pour à peu près 650 milliards par an. Cette entreprise-là est complètement gérée, dit-on, par son épouse. Bon, c'est une affaire absolument extraordinaire dans tous les sens du terme, mais qui est établi comme quelque chose de normal. Et pourquoi ce n'est pas choquant? Ce n'est pas choquant parce que là encore, nous sommes sur un système de représentation. À partir du moment où la dame porte l'étiquette de Moudiki, donc c'est donc une extension, pour parler comme l'écrivain français Michel Houellebecq, c'est une sorte d'extension du domaine de la lutte. Donc c'est dès lors que c'est Madame Moudiki, donc c'est que c'est Moudiki qui est là, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Alors et donc finalement pas étonnant, comme l'a révélé une étude récente, que de nombreuses entreprises publiques au Cameroun ne réussissent pas à produire de l'argent et sont plutôt finalement des gouffres à sous, des espèces de tonneaux, des Danaïdes qui font perdre énormément de l'argent à l'État du Cameroun. En tout cas, n'arrivent pas à jouer le rôle de création de la richesse comme cela devrait être le cas. Hein. Pas étonnant finalement. Il n'y a qu'à peu près 12 entreprises publiques au Cameroun qui génèrent quelque chose qu'on peut assimiler à du bénéfice. Oui. Donc 12 entreprises publiques sur 147 à peu près, 147. C'est extraordinaire. Je vais vous aller au bout du raisonnement que vous établissez avec un petit chiffre de comparaison simplement. C'est-à-dire que les entreprises publiques au Cameroun coûtent à l'État, en termes de transfert à la fin du mois, ce qu'on appelle les subventions, le jeu des subventions, coûtent à l'État à peu près 800 milliards par an. Ah oui. C'est-à-dire que 800 milliards, c'est les ressources publiques, les ressources de la collectivité que l'État est obligé de prendre de sa caisse collective pour réinjecter dans des entreprises plus ou moins brinque-branlantes. Vous avez la Bogénie, vous avez SICAM, vous avez la CRTV, vous avez Sopecam, vous avez l'imprimerie nationale, etc., etc. Donc toutes ces entreprises sont toutes en situation totalement déliquescente et à la fin du mois, elles vont toutes s'aligner au ministère des Finances pour dire nous avons besoin d'un peu d'argent pour fonctionner, il faut nous donner une subvention. C'est-à-dire qu'au lieu que ces entreprises produisent de la richesse, elles sont en permanente perfusées par l'État.
Oui, pour à peu près 800 milliards par an. Pour à peu près 800 milliards. La comparaison avec la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire, tout au moins, ça c'est des chiffres de 2024 que je vous donne, les entreprises publiques ivoiriennes ont contribué au budget public pour 86 milliards. Vous voyez la différence. Oui. Vous voyez la différence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, voilà, dès qu'on vous donne ce chiffre-là, après, il y a quasiment plus de commentaires. Donc, les entreprises, elles sont établies pour fonctionner comme ça parce que, comme je l'ai dit, pour qu'un manager arrive et remette ce modèle-là en cause, ça lui demande en fait des ressources conceptuelles, des ressources aussi de mobilisation de réseaux, de coalitions à l'intérieur du secteur qui sont tellement élevées que il se dit bon, à quoi ça sert tout ça? Si on vous nomme aujourd'hui directeur général du Labo Génie, je prends ce cas-là, ou prenons du Matgénie qui a à peu près 12 mois d'arrêt de salaire en cumul, ou de la SICAM. Si on vous nomme, vous, aujourd'hui, Jean-Bouillon Tagné, l'effort qui sera le vôtre, parce que vous allez immédiatement être mis sous la pression sociale, en fait, de vos travailleurs qui réclament des arrêts de mois de salaire, ça va être d'essayer de les payer, parce que c'est la pression la plus immédiate à laquelle vous êtes confrontés. Alors, pour essayer de les payer, l'effort le plus immédiat, ce sera de dire, OK, il faut que j'obtienne rapidement un peu d'argent, donc de la subvention publique. Pour que vous obteniez cet argent-là, vous allez faire, au sens propre du terme, vous allez faire le pied de grue à la direction générale du budget, aller voir le directeur général du budget pour lui dire, OK, monsieur, vraiment, j'ai des difficultés, trouvez-moi un peu d'argent. Et donc, vous allez être mobilisé à la direction générale du budget matin et soir. Vous n'allez donc pas avoir l'énergie, la disponibilité pour penser le redressement de votre entreprise, pour penser ses produits, pour penser son déploiement clientèle. Donc, vous allez être là-bas et une fois qu'on va vous donner une petite perfusion, ce sera jamais assez pour vous développer. Donc, le mois prochain, vous serez à nouveau allié à la direction générale du budget. Donc, et c'est ça l'exercice de la quasi-totalité des dirigeants publics. Mais le problème est plus ample, Jean-Bruno, c'est que et je l'indiquais tout à l'heure, quand vous avez un État qui est failli et que vous avez un État qui, de ce fait-là, ne respecte pas ses engagements, ça entraîne donc une réplication et une diffusion à une très large échelle d'une mécanique où personne ne respecte ses engagements. Donc, si l'État prend à pour règle, établie pour règle que il doit acquitter un certain nombre de charges, il faut qu'il acquitte un certain nombre de charges. Moi, je prends par exemple le cas de la banque des PME, la banque camerounaise des PME, qui a été créée, si mes souvenirs sont bons, un peu dans les travées, voilà, du DSE, je crois que c'est autour de 2000, un peu avant 2010, autour de 2010, elle a été créée en 2010 ou 2012, en tout ce type-là, je me souviens pas très bien de la date. Alors, la banque des PME a été créée avec le principe de ce que l'État du Cameroun devait libérer son capital, libérer le capital de constitution de l'entreprise. Donc, à peu près, parce que les banques se créent sur les lois de la CEMAC avec un capital de 10 milliards. Donc, l'État devait libérer sa part de capital. L'État n'a jamais libéré ce capital, a donné au grand maximum 1 milliard. Et lorsque l'État donne 1 milliard, il le donne, on fait une grande cérémonie avec la télévision, on dit c'est un don du chef de l'État. Oui. On dit c'est un don du chef de l'État. Bon, dès lors évidemment, tout le monde entend un raisonnement, ah non, mais le chef d'État a fait un don spécial de 1 milliard. Personne ne rappellera qu'il s'agit de la part de capital que l'État doit libérer pour que l'entreprise fonctionne. Alors, la conséquence, c'est quoi? C'est que la banque camerounaise des PME a été créée 2011-2012, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et n'a jamais pu se développer, en grande partie parce que son capital n'a jamais été libéré. N'a jamais été libéré. Je prends un deuxième exemple. En septembre 2022, un nouveau directeur général est nommé à la Camwater. Et puis un mois après, on dit le ministre des Finances a fait un don spécial, a mis à disposition une provision spéciale d'1 milliard pour payer. Pour résorber c'était quoi l'époque? Oui, c'était 1 milliard pour résorber la crise sociale au sein de l'entreprise. Mais personne ne va rappeler que de l'autre côté, que l'État a une créance auprès de la Camwater d'à peu près 24 milliards. Ouais. Donc, on va présenter les 1 milliard comme un don du chef de l'État. On va dire, c'est une provision spéciale du chef de l'État. Mais personne ne va rappeler que vous avez les collectivités territoriales décentralisées, les universités, les services publics, la présence de la République, les services premiers, qui ne payent aucune facture d'eau et qui ont des créances qui cumulent à près de 30 milliards de francs. Personne ne va le rappeler. Oui.
Donc c'est un peu ce système extrêmement dysfonctionnel dans lequel nous sommes et qui fait que les entreprises publiques sont par cet imaginaire, par ce système de captation, par ce système de prélèvement extrêmement abusif, par le non-respect des engagements de l'État, par la non-définition très claire des périmètres d'intervention, par les intrusions excessives de l'État à l'intérieur de leur périmètre. Donc tout ça crée une situation où les entreprises ne sont pas en situation d'être de quelque manière rentables. Donc il ne s'agit pas seulement d'incriminer les managers, mais il faut voir aussi le périmètre dans lequel fonctionnent les managers et qui les empêche de fonctionner. Et je prends le dernier exemple par lequel je termine. Moi, j'étais très proche à l'époque de Charles Moutouk, qui était directeur général de la Sonara à l'époque. Sonara, oui. Et je me souviens dans les conversations que j'avais avec lui, et je ne trahis absolument pas un secret particulier. Il me racontait, il me disait, mais Monsieur Godong, je suis directeur général de la Sonara, c'est à Limbé où je suis établi, mais je passe plus de la moitié du mois à Yaoundé. Je passe plus de la moitié, je suis sur les 25 jours ouvrés du mois, je passe 20 jours à Yaoundé parce que je suis appelé à une réunion à gauche, parce que je dois rencontrer le ministre des Finances, parce que pour passer tel appel d'offres, ça doit être signé par le ministre des Marchés publics, parce qu'il y a tel accord que je dois avoir de la présidence de la République, parce que c'est le ministre de l'Énergie qui doit faire telle ou telle chose et tout ça. C'était tout. Il m'expliquait que mais comment, dans ces conditions, comment vous travaillez? Ben oui, avec une bureaucratie aussi excessive, les directeurs des entreprises étouffent. Le directeur. Là, on est sur l'affaire PAD SGS. Prenons simplement les 10 derniers jours qui viennent de passer. Oui. Prenons juste ces 10 derniers jours. Oui. Le directeur général du port autonome de Douala a été convoqué à une réunion à la présidence, réunion express, qui s'est tenue, il me semble, en début de semaine. Tout à fait. À peine il repart sur Douala pour aller diriger une entreprise qui pèse 1400 salariés, qui pèse en termes de flux d'activité sur la vie camerounaise à peu près 3600 milliards. Vous le rappelez 2 jours après, il revient à une réunion dans les services du Premier ministre. Je prends simplement ce cas. Oui. Et ça, c'est le plus récent. Donc, il est venu lundi à une réunion à la présidence. À peine il repart sur Douala, on le rappelle à une réunion dans les services du Premier ministre. J'espère pour lui qu'il est reparti à Douala. Et il est tout à fait possible que lundi ou mardi, qu'il soit appelé à une réunion au ministère des Transports. Tout à fait possible. Ben oui. Comment vous travaillez dans ces conditions? Voilà, donc cette bureaucratie excessive, avec une telle bureaucratie excessive, les managers étouffent à la tête des entreprises. Serge Alain Godong, nous allons bientôt sortir de cet entretien. Vous avez évoqué le chef de l'État tout à l'heure et on a remarqué une grande activité de signature de décrets par le président de la République ces derniers temps, sauf celui que tous les Camerounais attendent. Vous voyez très bien de quoi je parle. Mais il a signé plein de décrets sur des accords de crédit et ça commence à être un peu inquiétant pour le Camerounais ordinaire de voir autant d'argent qu'on emprunte à des banques étrangères et à des pays étrangers. Alors, j'interroge l'économiste qui n'a peut-être pas le même regard que celui des Camerounais ordinaires. C'est grave ou alors on peut continuer d'emprunter. Le ministre des Finances a dit que toute cette activité de prêt, d'emprunt montre simplement que la signature du Cameroun est encore valable à l'étranger. Vous le pensez, vous? Non, mais c'est une propagande tout à fait mortifère. Bon, disons que dans sa position, il ne peut dire que ça. Mais si vous êtes en position d'emprunter à l'étranger et que vous empruntez un taux usurier, de 10,75%, vous devriez au contraire en avoir honte. C'est quelque chose qui devrait passer par le Parlement en termes de discussion publique. Parce que si vous engagez, vous prenez là par exemple, nous avons un crédit eurobond que nous prenons sur 475 milliards. Jean Bruno, je vous rappelle que sur les 475 milliards sur une échéance de 5 ans, comme c'est le cas, nous avons des intérêts qui s'étalent pour à peu près 300 milliards de francs CFA. Incroyable. À peu près 300 milliards de francs. Oui, absolument. À peu près 300 milliards de francs CFA. Donc, il faut que les gens sachent ce qu'ils sont en train de faire. Mais en même temps, je les comprends. Il se passe quoi? Il se passe que, et là, je fais très rapidement la peinture macroéconomique de la situation camerounaise. Oui. La première chose, c'est que nous avons des recettes internes qui sont très insuffisante. C'est-à-dire que sur le budget 2026 que nous avons commencé que nous avons tout au moins la cérémonie de lancement du budget a eu lieu en Gaoundéré il y a une dizaine de jours à peu près. Sur ce budget de 8 700 milliards, nous avons des emprunts
a réalisé pour à peu près 3200 milliards. C'est-à-dire que les recettes propres du Cameroun ne sont guère qu'autour de 5700 milliards. Les recettes propres. Les recettes propres, c'est trois grandes sources. C'est les impôts pour à peu près 3700, 3600. C'est les douanes pour à peu près 1200. Et c'est un peu la parafiscalité. Donc, nous avons à peu près 5700, oui, à peu près 5700. C'est ce qu'on appelle les recettes propres. Oui. À l'intérieur de ces recettes propres, le poste salaire, qui est un poste contraint, c'est un poste contraint. Il pèse pour 1650 milliards. Le poste salaire. C'est-à-dire que pour à peu près déjà le tiers, à peu près 30% du budget. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Voilà, donc le poste salaire pèse déjà pour à peu près, bon, vous êtes obligé de payer les salaires à la fin du mois, donc vous avez pour 1700. 1650 milliards. Ensuite, vous avez un autre poste très contraint, qui est le poste de la dette, du paiement des créances et dettes. Nous avons le service de la dette. Qui est à peu près. Oui, nous avons un service de la dette pour cette année, c'est qui est d'à peu près 2200 milliards. C'est-à-dire que nous entrons en début d'année budgétaire, nous savons par avance que nous avons des créances, nous avons des remboursements des dettes pour à peu près 2200 milliards. Or, vous savez que chaque année, nous ne parvenons jamais à rembourser le montant de dette que nous nous sommes fixés. Donc, nous savons aussi par avance, Jean-Bruno, que les 2200 milliards que nous sommes engagés à rembourser sur l'année 2026, nous ne serons pas en mesure de les rembourser. Nous allons peut-être rembourser 1500, peut-être 1600. Et donc, il y aura des reports de provisions. Des reports de provisions, ça veut dire que l'année prochaine, comme nous avons cette année, c'est 2200 milliards pour le service de la dette, nous sommes à peu près sûrs, vous et moi, que l'année prochaine, nous allons passer à 2200, à 2400 ou à 2500 milliards, parce que nous allons avoir des reports, c'est simplement le service de la dette qui n'a pas été honoré, des dettes qui n'ont pas été acquittées. Alors, je dis tout ça pour dire que nous entrons sur cette année budgétaire avec un service, je veux dire, des recommandations d'emprunt de 3200 milliards. Et les dettes que nous allons emprunter à l'extérieur sont surtout des dettes que nous prenons pour rembourser d'autres dettes, Jean-Bruno. Ce sont des dettes. Oui, ce sont des dettes que nous prenons pour rembourser d'autres dettes. En l'occurrence, l'eurobond qui vient d'être levé, les 4500 milliards, non, les 450 milliards qui viennent d'être levés, ce n'est pas de l'argent qui vient à l'intérieur du pays, ce n'est pas de l'argent qui vient pour financer des projets de routes ou d'hôpitaux, c'est de l'argent qui est mobilisé et qui est domicilié à l'étranger là-bas, dont le travail est de payer des créances que nous n'arrivons pas à honorer, tout simplement. Donc, il faut qu'on sache très, très bien. Et maintenant, comme nous avons une dégradation de la signature du pays, une dégradation de réputation du pays, du fait précisément de ses dysfonctionnements démocratiques, de l'affaiblissement de son État, de la paralysie institutionnelle, de la corruption absolument dantesque qui se passe dans le pays. Alors, vous avez très très peu d'institutions qui se mettent en situation de générer quelque forme de crédibilité sur le pays. C'est-à-dire que le Cameroun aujourd'hui, jusqu'à il y a 5 ans, le Cameroun était 24e terre d'attraction, ce qui est déjà, si vous présentez comme la principale économie d'Afrique de la zone CEMAC, nous nous présentons comme le champion économique de la zone CEMAC avec un PIB, nous possédons pour à peu près 40-45% du PIB de la zone CEMAC, mais deux pays qui sont les plus faibles, enfin en tout cas qui sont bien moins notés que vous, sont quand même devant vous en termes d'attraction des investissements directs étrangers. Le Gabon est devant le Cameroun et le Tchad est devant le Cameroun. Tchad, je dis bien le Tchad attire 2 fois plus d'investissements directs étrangers que le Cameroun. Donc quand vous n'attirez pas d'investissements directs étrangers, et ça se voit par quoi, Jean-Bruno? Vous et moi, vous avez un souvenir qui commence à s'étioler un peu du Cameroun, de Yaoundé, de Douala. Mais lorsque vous êtes à Yaoundé, est-ce que vous vous souvenez d'un bâtiment, d'une fabrique de quoi que ce soit, d'une usine, d'un dispositif nouveau sur les 5 dernières années? Non. Est-ce que vous vous souvenez d'un bâtiment, de quelque chose? Et je parle de Yaoundé comme je parle de Douala. Je parle de Douala comme je parle de Bafoussam. Je parle de Bafoussam comme je parle de Garoua. Est-ce que vous vous souvenez dans chacune de ces villes de quelque chose qui est surgi dans l'environnement et qui ressemble à un nouveau bâtiment de banque, à une usine? Est-ce que vous avez souvenir? Si je vous demande, Jean-Bruno, pour le souvenir que vous avez de Yaoundé, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous pouvez citer comme ça d'emblée 5 implantations qu'on qualifierait
déjà exagéré, mais appelons-les industriels. Est-ce que vous vous souvenez des 5 implantations industrielles dans la ville de Yaoundé? On a du mal en Vous n'en effet. connaissez pas. On a du mal en effet, oui. Vous avez du mal. Oui. Donc si quand vous n'avez pas d'implantation industrielle, c'est-à-dire que vous créez très très peu de valeur. Vous créez très peu de valeur ajoutée. Vous avez donc une population qui est captive sur des métiers qui sont extrêmement peu productifs au pied de la pyramide et qui, voilà, vous avez donc 80% de la population comme ça qui ne va pas contribuer fiscalement, mais qui va peser sur l'infrastructure publique, qui va donc dégrader l'infrastructure publique parce qu'elle est consommatrice de ressources. C'est-à-dire que vous avez les mototaxis, c'est quand même eux qui occupent les routes. Ça va pas les empêcher de heurter des voitures qui coûtent 120 millions de francs. Voyez. Donc, vous avez une emprise de plus en plus importante d'une population très pauvre sur la voie publique. Et c'est ça qui est traduit notamment par la question des poubelles, par exemple. L'une des raisons pour lesquelles le problème des poubelles n'est pas soluble, c'est que la sociologie et même, je dirais, la structure sociologique de la société camerounaise fait que le problème des poubelles et de l'indiscipline est insoluble. Il est insoluble. Donc, la question je commence un peu à me divaguer, mais ce n'est même pas de la divagation, mais parce que toutes ces questions-là sont extrêmement liées. Vous ne pouvez pas résoudre le problème de l'endettement si vous n'avez pas résolu le problème de l'activité productive. Et le problème de l'activité productive, vous devez, pour que le Cameroun réduise un tant soit peu sa pauvreté, réduise un tant soit peu son endettement, il faut qu'il ait un taux de croissance que lui-même s'est attribué, lui-même a dit dans ses documents de planification stratégique qu'il devait atteindre un taux de croissance de 5,5%, ce qui est déjà inférieur à son taux de croissance démographique, parce que une société génère du développement lorsque, à minima, elle double, son taux de croissance doit être au moins le double de sa croissance démographique. Oui. Au moins le double. Or, nous sommes à une croissance du PIB présentée officiellement comme autour de 3,5%, et nous avons une croissance de la population qui est de 3%. Oui. Donc les deux s'équivalent. C'est pour ça que justement dans le dernier rapport de la Banque mondiale, vous avez le chiffre ahurissant de 12 millions de pauvres. Ça ne trompe pas. Oui. Ça ne trompe pas. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation immédiate. Vous avez 12 millions de pauvres parce que, bien sûr, vous n'arrivez pas à générer un niveau d'activité produite. Et je vous ai pris simplement la ville de Yaoundé que vous et moi connaissons. Mais je peux vous prendre Bertois, dont moi je suis originaire. C'est-à-dire que si vous êtes à Bertois, le dernier transfert d'investissement public que vous avez dans une ville comme Bertois ou comme Bafoussam, c'est le C2D. C'est le C2D qui a modernisé la voirie, qui a essayé de restructurer les villes comme ils sont en train de vouloir le faire sur Yaoundé et sur Bamenda également et Maroua. Mais le C2D, c'est quoi? C'est l'argent des Français. Oui. C'est l'argent des Français, de façon tangible, c'est l'argent des Français. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est pas je parlais donc de cet effondrement de l'intérieur, de cet effondrement invisible, parce que ce sont des questions qui ne sont pas solubles en ce moment sans une profonde refondation de la société camerounaise, et le changement du leadership politique ne résoudra pas tout. Ce sera peut-être le début de quelque chose qui peut ouvrir une voie, mais même après le changement du leadership politique, on passera encore probablement par une dizaine d'années de vrai effondrement avant qu'éventuellement la société camerounaise se relève. On en reste là. Serge Alain Godon, merci pour votre éclairage au sujet non seulement de cette affaire entre le port autonome de Douala et la société SGS, et également sur l'économie camerounaise dans sa globalité. Merci. Je suis très heureux. Merci infiniment Jean-Bruno et bon séjour au loin. Merci beaucoup. À très bientôt. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.
Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre.